bonjour. Alors, on se repasse ça dans la studio mobile, hein? Un bon petit classique. Vendredi 21 mars, pause repas, me voici dans un nouveau vlog et avec déjà une nouvelle lecture en cours parce que ma dernière, c'était mon fameux Camilla Lac-Béard. Je vous réfère au dernier vlog si vous voulez avoir plus de détails, mais qui était en fait le tome 6 de la série de Fiel Baka. Et ça se termine tellement sur un suspense que j'ai pas vraiment été capable de ne pas enchaîner avec le tome 7. Donc, me voici potentiellement, là, je ne sais pas encore si je vais me maintenir là-dedans parce que j'ai comme un peu eu la réponse au suspense de la fin du tome 6. Fait que je me dis, bah, est-ce que je le laisse temporairement de côté, puis que je suis sage, puis je me dirige vers Herland de Charlotte Perkins Gilman, qui est comme ma lecture que je veux lire dans ma pièce à lire du Mars au féminin. Je sais pas. On va voir. Mais donc, en ce moment, c'est celui-là que je lis. Et le titre de ce tome 7-là, c'est Le gardien de phare ou Le gardien du phare. En anglais, je pense que c'est The Lost Boy, quelque chose comme ça. Et voilà. Donc, je ne vous parlerai pas beaucoup de l'histoire pour le moment. J'en ai pas appris beaucoup. Mais c'est sûr qu'au niveau des personnages principaux, donc Erika Falk et Patrick Edstrom, il se passe beaucoup de choses pour eux. Donc, l'évolution est forte dans les tomes précédents. Donc, c'est sûr que plus ça va aller, puis moi, je vais pouvoir vous parler de leur vie personnelle et de leur évolution. Mais si jamais je maintiens cette lecture-là, je vous parlerai un petit peu plus de l'intrigue éventuellement. Sinon, ben écoutez, 21 mars, donc 10 jours avant la fin du Mars au féminin, j'ai fait comme un gros blitz de lecture au départ. Puis là, il me resterait un roman graphique, un roman jeunesse, Erland et un autre, il me semble, qui me reste. Je me souviens plus. Je ne sais pas. Je vais regarder ça. Mais bref, 3 ou 4 lectures qui me resteraient. C'est des choses qui me semblent que je peux enchaîner assez facilement, sauf le Erland. Pourtant, je l'ai en livre audio en plus. Là, il fait 5 heures. C'est vraiment pas long. Mais c'est assez dense. Fait que là, on dirait que je sais pas si je suis encore prête à ça. Donc voilà. Ben, je suis là-dedans. Et puis, je vous dirai ce que j'ai finalement décidé de faire pour le restant de la semaine. Mais je vais prendre un moment, comme d'habitude, pour lancer le vlog correctement. Alors, ben voilà. Allez, on lance ça. Ça va pas du tout, mais vraiment pas du tout. Faut que je mette dans une boîte ce que je veux garder mais que je n'utilise pas. Coucou. Alors, on est dimanche le 23 mars. Je reviens de la course de les cheveux. Et écoutez, je viens vous parler parce que j'ai terminé 2 lectures finalement. Et j'en ai entamé une 3e. Bref. Tout d'abord, j'ai fini par oser Erland, donc de Charlotte Perkins Gilman. Et quand je dis oser, c'est que, on dirait que j'avais comme l'intuition quand je le commençais. Je l'ai commencé au moins 2-3 fois en niveau audio, puis c'était vraiment dense, comme je vous avais mentionné. Et j'étais pas sûre que j'étais dans ce mood-là. Et écoutez, ça m'a pris quand même un peu plus de temps. Pas tant que ça, c'est pas un très long livre audio, puis c'est pas un très long opuscule non plus en papier. Mais pour un livre audio de 5 heures, ça m'a pris plus que 24 ou 36 heures à passer à travers parce que c'était vraiment dense, c'était très demandant. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Tout d'abord, c'est bien ce dont je vous en avais... c'est bien ce que je vous avais décrit, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une histoire qui est présentée sous forme de carnet de voyage ou récit de voyage par un narrateur masculin qui nous raconte une épopée un peu imprévue que lui et 2 de ses collègues universitaires ont eue en se rendant, un peu par hasard finalement, dans un pays dont il avait seulement entendu parler, qui se trouvait quand même aux États-Unis, mais qui était finalement un peu en dehors de tout, qui était un pays qui était uniquement habité par les femmes depuis toujours. Il n'y avait jamais eu d'hommes là. Enfin, pas selon la rumeur et tout. Puis, eux étaient bien curieux. Celui qui est le narrateur, si je me souviens bien, avait quand même étudié en sociologie, donc lui avait un intérêt qui était plus au niveau de la société et tout. Les autres avaient d'autres spécialités. Mais c'était 3 jeunes garçons, donc jeunes universitaires. Et il va nous présenter ça vraiment comme un récit de voyage. Donc, comment ils ont pu arriver là, ça a été quoi leur première découverte, comment ils ont été accueillis. Puis après ça, ça va être un peu plus comme, vraiment comme un carnet de travail. Donc, il va nous décrire la société plus que ça va être présenté plus comme une description un peu scientifique.
malgré qu'il va y avoir des petites émotions qui vont se passer, mais pas nécessairement, que par exemple un roman de fiction. Je m'attendais, c'est présenté comme une dystopie. C'est pas vraiment une dystopie, j'appellerais plutôt ça une utopie, quoique une utopie féministe, potentiellement. Quoique, puis j'ai pas eu le temps, c'est vrai, je voulais lire là-dessus avant de vous parler, mais je me souviens plus comment ça avait été accueilli à l'époque. Puis il me semble que ça a été accueilli de façon assez particulière parce que c'est une autrice qui est née au 19e siècle, si je me souviens bien, qui avait été avec un mari, que ça s'était pas bien passé, puis il me semble qu'elle avait divorcé, donc c'était quelque chose assez surprenant à l'époque. Puis si je me souviens bien, ce roman-là est paru au début du 20e. Donc, déjà en partant, on était complètement dans un milieu où. Ah oui, c'est ça, je pense que c'est paru à la veille de la Première Guerre mondiale, je pense, ouais. 1912, quelque chose comme ça. On n'avait pas encore eu vraiment totalement l'émancipation des femmes, mais ça se discutait. Puis ensuite, par la suite, Charlotte Perkins Gilman a été vraiment impliquée dans les mouvements vraiment plus féministes. Je ne sais pas si elle était impliquée dans les mouvements d'accès au droit de vote pour les femmes, mais j'imagine, vu que c'était quelque chose qui était un peu qui faisait partie un peu de ses combats. Donc, c'est supposément sous forme romancée, mais en fait, c'est plus un essai, c'est plus un traité, disons, une théorie, une utopie qui est proposée par Charlotte Perkins Gilman. Cette utopie-là, c'est peut-être pas ce qu'on pense, dans le sens que on va vraiment retrouver un pays qui est en effet uniquement habité par des femmes, depuis 2000 ans, uniquement par des femmes, qui dans le passé a déjà été composé d'hommes et de femmes, dans des conditions qui étaient vraiment pas évidentes. Les femmes à l'époque étaient plus au niveau de l'esclavage et tout. Et par la suite, les hommes ont fini par, il y a eu des gros conflits, puis les hommes ont été éradiqués, entre guillemets, et il a fallu qu'elles évoluent, la société, donc qu'elles se reconstruisent, puis qu'elles se reconstruisent selon ce qu'elles avaient sous la main, puis selon leurs besoins, et non plus selon le modèle qu'elles avaient connu de la société patriarcale. Donc, ce qui explique pourquoi c'était une société qui est vraiment particulière, qui avait une structure vraiment particulière, une structure, je dirais, qui me fait un peu penser plus à... peut-être un peu à l'approche de certaines philosophies des Premières Nations. Donc, on est vraiment plus dans le lien, en fait, le nous, premièrement, puis, donc, pas nécessairement dans l'individuel, puis vraiment dans le lien avec la Terre, dans le comment on peut contribuer à la société et tout ça. Donc, évidemment, ça va être vu ça par les yeux de 3 jeunes hommes au cœur desquels la société patriarcale a laissé beaucoup de traces, dans lesquelles ils ont été vraiment élevés, on pourrait dire, domptés selon ces paradigmes-là. Donc, il va y avoir un gros clash. Et c'est super intéressant ce qui est proposé. Donc, c'est vraiment une société qui est complètement à l'écoute, pacifique, mais pas faible. Donc, ça, c'est encore nos préjugés patriarcaux. C'est pas parce qu'on est pacifique qu'on est faible. Donc, déterminé, réfléchi, éduqué, pacifique et curieuse de potentiellement du restant du monde. Donc, ils vont avoir une rencontre où les deux parties veulent découvrir l'autre. Évidemment que les hommes, ils font ça un peu plus naïvement en se disant « Ah, on va réussir à les avoir toujours en mode compétition », alors que les femmes, c'est plus comme on veut en apprendre plus sur eux autres. Donc, plus ça va aller, plus on va les voir interagir avec eux. Ça ne sera pas sans heurts. Il va y avoir potentiellement des apprentissages qui vont se faire un peu plus à la dure, sans nécessairement tomber dans la violence, mais pour que les hommes comprennent bien c'est quoi c'est quoi la donne, en fait, puisqu'ils se sont quand même immiscés dans un pays sans nécessairement demander la permission. Et évidemment, l'humain va sortir un peu de ça. On va faire vraiment un topo avec le regard un peu scientifique du narrateur sur justement comment cette société-là, qui s'appelle Erland, elle est composée, comment elle fonctionne, c'est quoi nécessairement les différences qu'il y a avec ce qu'eux connaissent comme société patriarcale, à quel point ça confronte leurs certitudes. Et on va voir au fur et à mesure du livre comment le narrateur, sa façon de voir les choses va changer. Donc, l'utopie, je crois qu'elle se situe plus au fait que c'est comme un livre qui permettrait à la société patriarcale d'être confrontée à ses propres failles en apprenant à s'ouvrir par rapport à cette société-là qui s'adonne à être matriarcale, mais qui finalement, autant pour les gens qui existent, en fait, pour eux autres, oui, selon notre œil de genré, ce sont des femmes, mais ils n'ont pas besoin
pour eux autres, ils sont juste des nous, sont des personnes tout simplement, donc il n'y a pas nécessairement une approche genrée, donc c'est un petit peu comme une espèce de, pas d'analogie, mais c'est une espèce d'allégorie plutôt un peu, donc c'est vraiment ça qui est proposé. C'est super intéressant, mais évidemment que pour moi, ça se reçoit comme un essai un peu. Donc, il y a une tentative de fiction, là. Oui, il y a des personnages, oui, il y a des liens qui se développent ou qui se développent pas, oui, il y a certaines péripéties, mais ça demeure un rythme qui est très lent. On est vraiment dans une introspection, une narration avec une réflexion qui va confronter les certitudes, avec une fin que je ne suis pas certaine d'avoir comprise tout à fait, mais c'est une fin ouverte. Donc, je me dis que c'est ça qui est le but, de voir en fait qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et c'est ça. Donc, ça éveille les consciences. J'ai beaucoup aimé l'idée. J'apprécie écoutez, l'audace de ça dans le contexte où ça a été présenté, là, en plus en 1912 et tout ça. Ça devait être particulier, la réception de cette œuvre-là. Puis, j'apprécie beaucoup la représentativité des personnages. Il y a les trois personnages qui sont masculins, donc issus une société qui est patriarcale, qui pourrait être semblable à celle des États-Unis au début du 20e. C'est quand même trois types de caractères. Donc, on a vraiment un qui est plus mâle alpha, fermé à tout, un qui est très perméable et très ouvert et qui a déjà une propension à être quelqu'un qu'on fait convaincre facilement, donc potentiellement peut-être plus à s'adapter plus facilement. Puis un autre qui est un peu un entre-deux, donc qui a des élans vers un peu ce que la société patriarcale lui a inculqué versus des possibilités d'ouverture mentale, psychologique et philosophique et tout ça. Donc, c'est le fun parce que c'est quand même assez représentatif de la société. C'est quand même intéressant, en fait. Au début, je me posais la question pourquoi les narrateurs étaient masculins. Puis là, je m'étais dit, elle va bâcher sur les hommes. Mais c'est quand même fait avec quand même la société des femmes, elle est décrite, elle peut avoir l'air idéaliste, utopique, et elle est potentiellement, mais c'est quand même une proposition qui se tient, dans le sens où si on tient compte des caractéristiques en tant que telles de qu'on peut considérer comme féminin, mais qui sont en fait juste des caractéristiques qui font en sorte peut-être que la société peut évoluer de façon plus positive. Ben, je sais pas, j'ai trouvé que c'était quand même assez nuancé. Même si on a l'impression que c'est quelque chose d'idyllique, c'est quand même assez nuancé. Puis le côté qui est issu de la société patriarcale, donc les trois personnages masculins, comme je vous dis, c'est sûr qu'on est plus dans les archétypes, dans les réactions, mais il y a des fois où justement on se dit, nous, comme on évolue encore dans la société patriarcale, où on se dit, ben, OK, mais là, il pousse quand même un peu loin dans Ireland. Même nous autres, moi, je suis une femme, puis c'est pour dire comment la société patriarcale nous conditionne et tout. Donc, je trouve ça super bien, audacieux, bien construit. Euh, euh, Vraiment, il manque rien. Je pense que c'est une thèse en soi. La seule chose qui m'a un peu freinée dans mon enthousiasme, puis qui va faire en sorte que je vais avoir quand même un peu de la difficulté à mon expérience de lecture, a été teintée de ça beaucoup. Donc, il a fallu que je me pousse. C'est vraiment la forme que ça a pris. J'imagine que c'était une forme qui était beaucoup plus digeste que pour l'époque, là, qui se voulait beaucoup plus digeste que qu'est-ce qu'elle aurait voulu peut-être faire dans une espèce de manifeste. Donc, je salue cet effort-là, mais pour moi, ça m'a tenu quand même pas mal à l'écart. C'était quand même assez lourd. Je sentais quand même le ton qui était plus d'un manifeste ou d'une théorie ou d'une philosophie que de la fiction. Donc, peut-être que j'avais une attente particulière, puis finalement, ça n'a juste pas été ça. Mais bon, c'était super intéressant. Je vous le conseille. Là, moi, je l'ai lu en langue originale. Peut-être qu'à ce moment-là, le lire en français, ça serait peut-être mieux si c'est pas votre langue première, parce que on va quand même jouer dans des concepts assez philosophiques. Donc, si en plus vous avez tendance à vous enfarger un petit peu plus avec votre niveau d'anglais, c'est peut-être que ça vaut la peine de lire en français, tout simplement, là. Mais ça vaut la peine de le lire. Puis de l'écouter, peut-être, si jamais vous avez accès au livre audio. Je pense quand même que pour moi, ça m'a permis de me laisser un peu porter comme si c'était une histoire plus que comme un essai. Puis apprécier vraiment beaucoup les grands aspects, justement, d'originalité de cette œuvre-là, de l'exécution de cette œuvre-là. Comme je vous dis, les seules choses qui pour moi ne l'ont pas fait, c'est vraiment le rythme que ça crée, puis la distance que ça met, puis le fait qu'on prend le lecteur pour quelqu'un qui va vraiment penser potentiellement que c'est de la fiction, alors que c'est comme plus comme un conte philosophique un peu. Mais peut-être qu'à l'époque, c'est ce qu'elle voulait faire. Donc, c'est peut-être juste comment ça a été présenté depuis ce temps-là. Bref. Donc, voici ma lecture. C'était une de mes lectures de Mars au féminin. Donc, bonne lecture, mais lecture aride pour moi. Contente d'avoir découvert cette autrice-là.
Est-ce que j'irais vers The Yellow Paper alors que c'est super troublant sur la santé mentale? Peut-être pas tout de suite, étant donné que je vois un peu quel genre de plume est là, mais j'apprécie quand même beaucoup d'avoir osé, d'avoir osé cette autrice-là. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que si jamais vous voulez avoir plus une fiction qui se passe dans une société matriarcale, donc moins un conte philosophique ou peut-être une thèse déguisée en récit de voyage fictionnel, je vous suggère peut-être plus d'aller dans La Chronique du Pays des Mers d'Elisabeth von Harburg, qui est une autrice franco-québécoise qui est là depuis longtemps, qui écrit de la science-fiction. Ben là, ici, c'est dans l'édition Folie OSF, mais c'est publié au Québec aux éditions À lire. Hein, je vais vous mettre la vignette. Et Chronique du Pays des Mers, c'est vraiment quelque chose qui vraiment est issu de la fiction en tant que telle et qui, à mon avis, va amener peut-être certains questionnements qui ne sont pas pareils, mais qui peuvent avoir des parentés avec ça, mais vraiment sous forme de fiction. Donc, si vous voulez plus vous aller vers la fiction, je vous dirais plus avec ça. Ça assume vraiment son côté fiction un petit peu plus, un petit peu mieux potentiellement voyons, je vais dire, Erlen. Ou alors, ce que je vous propose aussi, puis je ne l'ai pas avec moi parce que je ne l'ai pas en papier, encore, peut-être pas encore mieux, mais plus accessible, parce que ça, c'est quand même dense. Donc, c'est quand même une brique. Et l'écriture est assez particulière. Sinon, quelque chose qui est vraiment super accessible, vraiment intéressant, du fantasy québécois, donc de Lily Boisvert, donc la série Anna. C'est une trilogie, d'ailleurs, le 3e tome vient juste de paraître. Et c'est aussi dans la société matriarcale. En fait, matriarcale et d'autres types de sociétés qui vont faire un clash. Et on est dans du fantasy quand même, donc on est vraiment dans tout combat, quête, épopée, peut-être pas pouvoir, mais soulèvement, différence de société et tout ça. Puis je trouve que c'est aussi une façon vraiment très bien exploitée au niveau de la fiction, d'exploiter le côté justement société matriarcale sans nécessairement en faire un conte philosophique. Donc, c'est mes suggestions parallèles pour Erland. Sinon, j'ai lu et en fait, j'ai écouté un espèce de petit opuscule trop sympathique. Vraiment excellent. Là. C'est l'opuscule dont je vous parlais que j'ai vu passer chez A Book and a Cup, donc Élise, la booktubeuse et Instagrammeuse. Et c'est Murder by Memory d'Olivia Waite, qui, habituellement, de ce que je peux voir, fait de la romance. Donc, c'est pas nécessairement... c'est pour ça que je connaissais pas vraiment cette autrice-là. Puis je pense que c'est peut-être pour ça, parce que j'en lis pas vraiment beaucoup de la romance. J'ai rien contre ça, mais c'est moins dans ma talle. Mais bref, ça, un petit opuscule. Et c'est présenté comme un mélange entre Becky Chambers et Miss Marple. Et je vous dirais que c'est pas mal ça. Je dirais que c'est très Becky Chambersien. Donc, ça se passe sur un vaisseau qui est en circulation. Donc, où il y a des humains. Les gens sont en route vers un endroit très lointain dans la galaxie. Et c'est un immense vaisseau qui, sur le Fairweather. Ça fait peut-être des centaines d'années donc que ça fonctionne. Et de façon qu'ils ont réussi à s'organiser sur ce vaisseau-là, c'est que ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas avoir les mêmes humains qui partent et qui s'en vont jusqu'à... En fait, s'ils voulaient avoir que ce soit les mêmes humains qui partent au début du voyage puis qui arrivent à leur destination, il fallait qu'ils trouvent une façon de contourner le fait qu'un humain va vivre, son corps va vivre environ au maximum une centaine d'années. Donc, c'est un vaisseau sur lequel les humains vivent leur vie dans un corps, mais rapidement, on leur crée ce qu'on appelle un memory book of memory, je pense que c'est ça, dans lequel, dans le fond, on a trouvé une façon de téléverser tout ce qui est contenu du cerveau, expérience, génome et tout ça. Et éventuellement, lorsque le corps qu'on a vient à mourir, l'intelligence artificielle va nous recréer un nouveau corps, donc pas nécessairement un corps de bébé, mais un corps adulte, mais je ne sais pas, c'est pas spécifié à quel âge ça part, et dans lequel, à partir en fait de nos gènes initiaux, donc c'est sûr que ce ne sera pas, si on avait un corps avec, je sais pas, moi, une tendance à l'acné, puis les cheveux frisés, ben ça va être encore ça, là. Mais donc un corps tout simplement, et dans lequel va être ensuite téléversé de nouveau le contenu du cerveau et des gènes de la personne qui avait fait le voyage initialement à partir de la Terre, de façon à ce qu'on ne perde pas l'expérience, puis le bagage, puis la réflexion, puis l'évolution au cours de ce voyage-là. Donc ça, c'est la prémisse de ça. Donc on est là-dedans. Et on va retrouver, je me souviens même pas son nom, c'est Tante, je me souviens plus. C'est pas grave, je mettrai son nom.
Donc, c'est une femme, en fait, qui est là depuis le début, qui avait décidé de prendre sa retraite, entre guillemets, d'être dans un corps. Donc, tu peux décider ça aussi, que quand on te propose de revenir dans un corps, tu dis non. Donc, tu es comme juste, t'existes juste virtuellement dans un livre de mémoire dans la bibliothèque. Et elle a vécu des choses qui étaient assez douloureuses. On se rend compte éventuellement que ça va toucher aussi des thèmes assez particuliers. Elle a vécu des choses assez douloureuses, puis ça lui a pas donné vraiment envie de revenir. Mais c'est pas qu'elle voulait mourir, mais elle n'était pas encore prête à revenir sous forme de corps. Et c'est quelqu'un qui s'était trouvé tardivement une nouvelle vocation, parce que je pense qu'elle est partie vers l'âge de 50 ou 55 ans dans ce voyage-là, avec son neveu qui faisait partie de l'équipage de création de ça, toute cette technologie-là. Et elle a fini par devenir, dans le fond, une détective au sein du bateau, au sein du vaisseau. Et c'est ça sa tâche. Donc, c'est juste que dans le fond, là, ben, elle est un peu comme en retraite temporairement et tout. Et on va la retrouver alors que, soudainement, alors qu'elle avait demandé à pas être transférée dans un corps, elle va reprendre conscience dans le corps de quelqu'un qui n'est pas son corps. Donc, pas son corps habituel, même reconstruit, mais c'est pas son corps. Mais ça va être son cerveau qui est là. Donc, elle a tous ses souvenirs qui reviennent et tout. Puis, elle est dans ce corps-là, dans un ascenseur, puis elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là. Elle va essayer de contacter l'intelligence artificielle qui gère le vaisseau au niveau technologie. Ça fait beaucoup penser d'ailleurs à la série Voyageurs de Becky Chambers, pour savoir qu'est-ce qui se passe, et on va lui dire, écoute, il y a eu une tempête intergalactique, il y a un protocole qui a été mis en place par ton neveu qui fait en sorte que dans certaines circonstances, il y a des livres de mémoire qui ont été détruits, et si c'est ton livre de mémoire qui est détruit, je suis autorisée à prendre ton backup, que tu es la seule que c'est les seules personnes à qui ont fait un backup, puis l'imposer dans le corps de quelqu'un qui est là, le plus proche, qui est là tout simplement, puis comme elle efface la mémoire de ce corps-là, puis elle met la tienne dedans, puis c'est tout. Donc, c'est comme un protocole que l'intelligence artificielle a fait. Fait qu'elle est comme, OK. Donc, on va la suivre, dans le fond, dans cette espèce de existence-là qui va arriver d'un coup pour elle. Elle va tomber justement dans une situation où il semble avoir eu une mort, puis aussi des livres détruits, puis une tempête intergalactique, puis elle va être comme, mais voyons, une tempête pas intergalactique, une tempête magnétique. Et bien, on va la suivre dans son enquête. Donc, ça va vraiment être... Puis ce qui est drôle, c'est que dans le fond, ça reste quand même l'âme de quelqu'un qui a comme 55 ans. Donc, le côté un peu Miss Marple, c'est ça, genre, elle aime le tricot, là. Mais on va la voir explorer le vaisseau. Puis, comme c'est post-tempête, il n'y a pas beaucoup de monde au début parce qu'ils ont les consignes très claires de justement aller se retrancher dans leurs appartements et tout. Puis, elle va finir par explorer, finalement, comprendre le corps de qui elle est. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle va finir par se demander, mais c'est qui cette personne-là? Est-ce que ça se peut qu'elle soit louche, cette personne-là? Puis là, elle se retrouve dans une position où elle est une détective, mais le corps qu'elle occupe est potentiellement un suspect. Donc, voilà. Donc, vous voyez un peu ce que c'est. C'est un super petit opuscule. C'est considéré comme un, je sais pas, cozy space mystery. C'est en effet très cozy. En même temps, c'est super intéressant parce que c'est quand même... Il y a une réflexion quand même de science-fiction qui est là. Il y a une réflexion par rapport à l'intelligence artificielle. Puis c'est très bienveillant comment c'est fait. En même temps, c'est pas non plus... c'est crédible, mais c'est très bienveillant quand même. Il y a aussi des notions... Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans des notions de lien entre les humains qui sont absolument pas... comment on pourrait dire? Qui sont pas, cisgenres nécessairement. Donc, on est vraiment plus dans des relations potentiellement queer, mais ça fait partie de comment que c'est. Donc, ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Ça, on est vraiment dans l'amour, peu importe. Et donc, il y a un petit peu de ça qui va rentrer en ligne de compte, mais en même temps, on est vraiment dans cette espèce d'enquête-là, alors que, bon, elle, c'est sûr que ça reste que c'est son métier, techniquement, d'être détective. Mais t'es comme pas prête à reprendre les rênes. Puis il y a le petit côté un peu Miss Marple qui est comme un peu bienveillant. En même temps, c'est une Miss Marple plus jeune, je dirais, plus comme dans la cinquantaine. Qui est peut-être... puis qui a comme osé un peu voir du pays. C'est une Miss Marple qui aurait osé un peu voir du pays. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai aimé la plume. J'ai aimé la proposition. Les personnages sont crédibles. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en vraiment pas beaucoup de pages, je pense que c'est comme 150 pages, il me semble, le livre techniquement en papier, elle arrive à nous faire
comme une mise en place dans un nouveau contexte qui est comme de science-fiction. Donc, on comprend très bien comment ça fonctionne. On n'a pas trop de détails, mais on en a juste assez. On comprend qui sont les personnages. On comprend rapidement quelles peuvent être les dynamiques qui vont faire en sorte que les personnages qui sont impliqués là-dedans vont être liés ou pas liés ou peuvent être des menaces ou pas des menaces. Tout en ayant un ton super cosy, sympathique, un peu d'humour, un peu de réflexion sur l'humain, sur l'avenir, mais genre pas beaucoup de pages, genre vraiment, je suis complètement soufflée par le talent de cette plume-là d'avoir réussi à proposer ça, puis que ce soit justement fait avec succès. Ça nous propose une expérience de lecture qui est vraiment agréable. Donc, c'est censé être le premier tome d'une série. Je vais voir comment la deuxième tome va être, mais c'est sûr que j'ai envie de le lire. Est-ce que c'est un coup de cœur? Non. Est-ce que c'est une excellente lecture? Oui. C'est un bon divertissement, mais c'est quand même un divertissement qui va me laisser un peu, je pense, un souvenir, dans le sens qu'il y a quand même certaines réflexions intéressantes. Puis j'ai beaucoup aimé le personnage, donc ben voilà. Alors, voilà pour ma seconde lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et sinon, ben écoutez, j'ai repris finalement ma lecture audio initiale du début de ce vlog-ci. Donc, je l'avais quand même commencé, là, le prochain Camilla Lackberg, donc le gardien du phare. Donc, je suis en train de la poursuivre et de la terminer potentiellement. Mais là, je la termine, je ne suis pas tant avancée que ça. Donc, ça sera ça. Puis peut-être que, bon, demain, j'ai congé, il annonce de la neige encore. Faut pas le dire, moi, j'aime vraiment ça. Donc, peut-être que je vais lire quelques romans graphiques. Mais je vais peut-être avancer plus cette lecture-là aussi. Donc, on verra pour la suite. Mais, ben, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire dans ce immensément long segment. Mais voilà, c'est le moment pour vous en parler. Alors, ben, à bientôt! Il neige! Je vais aller courir. Hey, salut! Alors, fin de journée, mardi 25 mars, de retour d'une petite marche express parce que, peu importe, au bureau, on a un petit défi bouger avec des nombres de pas à respecter. Puis j'avais comme un deadline. Puis j'étais comme, bon, ok, je vais le faire avant le souper. Bref, je reviens. Fait que si j'ai peut-être. Non, je pense pas que j'ai les joues trop rouges. Tout ça pour dire que je suis là. Et je voulais vous parler de la lecture finalement que j'ai terminée. Donc la lecture audio, ça veut dire que j'ai repris les fameux Camilla Lackberg que j'avais entamé au début, je pense, ce vlog-ci. Puis que j'avais laissé de côté finalement pour prendre Erland, puis les autres lectures que j'ai enchaînées. Et là, je l'ai terminé. Donc, c'était Le Gardien du phare. Je l'ai finalement écouté en anglais parce que c'est traduit du suédois. Le Camilla Lackberg, j'ai de la misère avec les traductions françaises. Il y a déjà, comme je vous disais, des problématiques. Ben, pas des problématiques, là, mais disons que on sent l'âge de l'écriture de ce roman-là. C'est-à-dire que ça a été écrit à une époque, au début des années 2000, où vraiment les repères sociaux étaient un peu différents, particulièrement par rapport à la perception du corps de la femme en particulier, mais du corps en général. Donc, il y a vraiment beaucoup de propos qui sont en lien avec le poids, toujours. Et ben, on dirait qu'en français, je ne sais pas, la traduction, le ton qui est utilisé, on dirait que ça rend encore plus ça incroyablement omniprésent. Puis en anglais, je pense qu'il y a un peu plus de... Je sais pas pourquoi, c'est rare parce qu'actuellement la langue française est plus nuancée, mais en anglais, il y a comme plus de nuances un peu, ou en tout cas, c'est moins dans ta face. Fait que là, je sais pas si Camilla Lackberg avait déterminé qu'elle voulait que ce soit plus à la manière de l'anglais ou du français, dans le sens, je connais pas le suédois. Mais bref, je me suis laissée plutôt porter par la version en anglais, en audio en anglais. Et ça a été... je pourrais pas vous en dire beaucoup parce que c'est sûr que je vais vous divulgacher, mais ça a été rude, ce Camilla Lackberg-là. Donc, on y va pas avec le dos de la cuillère, on y va pas en surface dans celui-là. On est dans des thèmes pas très faciles, qui reviennent quand même un peu au courant de la série en regard des enquêtes, mais aussi sans vous en dire trop, des réalités de certaines personnes qui évoluent autour de Patrick Edstrom et Erika Falk. Donc, entre autres, le deuil particulièrement de gens proches et le deuil, je peux pas dire sinon ça va vous divulgacher, un certain type de deuil dont on parle moins souvent.
et qui est toujours pour tout le monde, c'est jamais facile un deuil, mais ce type de deuil-là est particulièrement, on dirait, comme il est tabou, difficile pour tout le monde, je pense, à aborder. Et la dépression aussi, mais aussi beaucoup la violence conjugale, le cercle de l'emprise, et ce, dans cette fois-ci, en fait, dans 2 époques. Donc, ça va tourner autour, évidemment, comme je disais, des enquêtes de Erika, parallèle un peu de Erika et Patrick, d'une île qui est au large de Fialbaka, sur laquelle une jeune femme va se réfugier, comme je disais, avec son fils. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais on sait qu'elle fuit quelque chose. Et, mais en parallèle de ça, on va voir aussi une femme qui a vécu sur cette même île-là à la fin du 19e siècle, qui était en fait l'épouse de un des 2 gardiens du phare, dans le fond, qui était là, donc d'où le titre. Le titre en français, hein, parce qu'en anglais, c'est The Lost Boy. Donc, voilà. Ça, c'est plus éloquent, c'est plus approprié en anglais. Mais donc, en fait, donc on va la suivre, cette personne-là, dans le passé, qui a vécu aussi sur cette île-là. Puis cette partie-là est super importante. Au début, on ne sait pas trop pourquoi. C'est vraiment la version de, malheureusement, la maltraitance au quotidien, la violence au quotidien au sein du couple, dans une société du 19e siècle où la femme épouse un homme et lui doit obéissance, peu importe ce que l'homme va faire. Mais aussi dans une société qui n'accepte pas la différence, donc sans trop en dire, par rapport à l'homme, ce qui excuse absolument rien, mais qui peut-être peut un peu plus mettre en contexte. Et aussi la présence d'esprit. C'est une île, je ne me souviens même pas au nom suédois, mais c'est une île qui est surnommée par les gens locaux comme l'île aux fantômes. Et c'est une île, dans le fond, où on dit que jadis, il y a eu une famille qui a disparu en entier. On n'a jamais su qu'est-ce qui s'était passé. Et c'est sur cette île-là que la fameuse jeune femme va se retrouver avec son fils. Et on va comprendre très vite que la présence des esprits est là aussi pour elle. C'est une île aux fantômes, puis elle les perçoit. Donc, il y a cette dimension-là aussi, le côté inexplicable, spiritualité, présence, justement, là, tout ce qui est fantôme, esprit, mais potentiellement âme des morts, disons, quelque chose comme ça. Et voilà. Et il y a plein de choses, en fait, cette enquête-là, elle va dans tous les sens et c'est assez intense. Encore une fois, il va y avoir toujours, et comme toujours, Erika Falk qui a le don de se passionner pour des parties du sujet principal de l'enquête qui, elle, l'intéresse parce que c'est une écrivaine, mais qui va finir par la mettre toujours dans des situations qui sont incroyablement dangereuses. Et voilà. Donc, il va y avoir ça, mais entre autres, mais il y a aussi le rapport à la parentalité et à la grand-parentalité important. C'est rare. Donc, le lien qu'un grand-parent qui vit avec son enfant et ses petits-enfants, des fois, dans un contexte particulier. Le départ un peu du nid quand les petits-enfants et les enfants vont partir parce qu'ils veulent avoir un autre endroit pour rester, comment on peut se sentir par rapport à ça. Donc, beaucoup de thèmes abordés. Une intrigue assez bien tissée, je dirais. Beaucoup mieux tissée, à mon avis, que le tome précédent, donc La Sirène. On va beaucoup plus loin, il y a beaucoup plus de profondeur. On lance plusieurs pistes, on fait confiance au lecteur pour essayer de tirer les propres conclusions. Les conclusions qu'on tire sont pires que ce qui nous est décrit, donc dans ce cas-ci, mais c'est quand même très sombre. Donc, plus ça va, puis plus les tomes sont sombres dans cette série-là, donc j'aime mieux vous en aviser. Mais bref, j'ai terminé ça. C'était excellent. C'était pas un coup de cœur parce que ça a été rough pour moi, mais je veux dire, ça a été excellent, très bien écrit. Contente d'avoir poursuivi. Je vais sans doute poursuivre la série, mais là, comme je viens de me taper 2 Camilla Lackberg en l'espace de moins de 10 jours, il faut que je change, il faut que je passe à autre chose. Et là, évidemment, vous me connaissez, j'ai hésité, je me suis dit, j'aimerais bien prendre une autre lecture audio. J'en suis à 3 livres qui me restent dans ma pièce à lire pour le Mars au féminin. Là-dessus, j'ai un roman jeunesse, fiction illustrée, une bande dessinée, roman graphique, mais plus comme des strips comiques, en fait, et un recueil de nouvelles d'une autrice issue de la diversité. Donc, et là, je me disais, ce serait
comme une bonne idée que j'écoute en livre audio le fameux recueil de nouvelles. Parce que des fois, j'embarque pas toujours bien dans les recueils de nouvelles, ça me permettrait d'avancer. Mais là, j'avais peur que ce soit trop rough parce que c'est vraiment un contexte particulier. C'est un recueil de nouvelles qui n'a pas nécessairement a un fil rouge, mais qui est en fait le contexte de la communauté afro-américaine au sein de l'Amérique, selon différents angles. Donc, et selon différents genres, d'après ce que je peux voir dans les nouvelles, mais donc vraiment le côté que la société est tellement conditionnée et la vie est tellement incroyablement plus dure pour la communauté afro-américaine au sein de cette société américaine-là. C'est pas qu'on le sait pas, mais je veux dire, là, c'est vraiment dans ta face. Donc, écoutez, je me disais, est-ce que j'enchaîne mon Camilla Lackberg avec ça? Je me suis couchée hier avec un nœud de fin de roman rough de Camilla Lackberg au cœur du cerveau, en affaire de dos. Donc, j'essaie de me changer un peu les idées. Puis finalement, j'ai commencé. Ça s'appelle My Monticello de Jocelyn Nicole. Jocelyn Nicole. Vous allez le voir sur la vignette. Je l'ai commencé, j'avais peur au début, parce que ça avait l'air un peu comme particulier. C'est une version audio qui est lue avec plusieurs comédiens. Donc, chaque nouvelle a un comédien et un style aussi auditif et créatif. Donc, j'étais pas sûre avec le premier. Finalement, le premier, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Là, je suis rendue à la 3e nouvelle, donc je poursuis finalement. Ma lecture audio, ça va être ça pour cette semaine. Puis c'est vraiment différent parce que dans le fond, dans les deux, c'était plus des nouvelles. Il y en a un, c'était comme une espèce de lettre à son fils. La deuxième, c'était plus comme c'était un récit au-dessus. Donc, le narrateur qui s'adresse comme à lui-même au-dessus, comme s'il racontait à lui-même l'histoire de la personne qui est devenue. OK? Et le troisième, je suis dans un truc en vers libre qui a l'air d'avoir un certain rapport avec la société, une nouvelle technologie, réseaux sociaux, mais toujours en lien avec la communauté afro-américaine puis les injustices qui vont avoir, la discrimination. Donc, on est vraiment là-dedans. Voilà. Donc, à date, super intéressant. Johnson, je pense. C'est une revenir. Jocelyn Nicole Johnson. C'est ça, son nom. Voilà. Donc, je suis là-dedans, ça m'intéresse et tout. Et je vais vous en dire plus quand j'aurai terminé. Mais je vais sans doute alterner. Je vais essayer d'alterner parce que je l'ai en papier. Je vais essayer de lire comme dans le fond dans les transports, je vais les écouter, mais je vais quand même essayer de peut-être m'en lire, tu sais, peut-être aux 3, écouter peut-être au moins lire une ou deux en papier pour essayer de voir si la différence de la voix est différente, sa force est différente, son impact est différent sur moi quand je le lis en papier. Donc, on verra. Et sinon, j'ai reçu un petit colis que je vais ouvrir avec vous. Dans le fond, je vous avais dit la dernière semaine que j'avais plus de dessous d'anniversaire, mais ça, c'est parce que j'ai fait tellement des multiples commandes un peu partout que finalement... Mais voilà, ça continue à arriver. Mais ça, c'est des petits... Mon Dieu, ça a été bien emballé. Ça vient de l'Europe, donc... oui, j'ai commandé des choses en Europe, mais bon, c'était des formats poche, puis j'étais pas... Ah, il m'en manque qu'un. Ou j'en ai commandé 2. Non, j'en ai commandé juste 2. Donc, je voulais pas attendre nécessairement de les avoir ici, mais ils vont bientôt être disponibles au Québec. Alors, tout d'abord, j'ai commandé le 2e et dernier tome de la duologie d'Aslak Nord, qui a commencé par... je me souviens plus c'est quoi la première. Ça, c'est les héritiers de l'Arctique, mais le premier tome, c'est... Ploup, ploup. Le cimetière de la mer. Donc, d'Aslak Nord, j'avais vraiment aimé ça. Aslak Nord qui est norvégien et on va suivre la dynastie Falk. C'est drôle parce que c'est presque le même nom que... En fait, Falk, ça s'écrit juste pas de la même façon qu'une des héroïnes de la série de Camilla Lackberg. Et dans le fond, c'est un tome 2, donc c'est sûr que je peux pas tant vous en dire, mais on va suivre les Falk, qui est une famille qui est une des plus puissantes de Norvège. Puis, dans le premier tome, en fait, la matriarche va décéder. Et il va s'en suivre une espèce d'éclatement interne, puis de reprise un peu des affaires et tout. Puis la petite fille, il me semble, de la matriarche va finalement essayer de reprendre en main puis en apprendre un peu plus sur sa famille puis les secrets de la famille. Puis c'est des secrets particulièrement lourds qu'elle apprend. Puis là, on n'est pas nécessairement dans le côté violence conjugale. C'est un rapport avec l'histoire, avec un grand H. Puis là, j'avais vraiment hâte. Donc, je savais qu'elle allait sortir en format poche. Il est déjà sorti chez Le Bruit du Monde depuis un bon bout, je pense, depuis l'année passée. Mais comme j'avais le premier en format poche, je m'étais dit que j'allais attendre, puis c'est correct aussi. Et sinon, j'ai pas pu résister. J'ai vu passer vraiment beaucoup, en fait, un peu partout. Puis là, je vais enlever le bandeau parce que les bandeaux.
celui-ci qui est obsolète de Sophie Loubière, qui est en version poche chez Pocket. Et celui-là, je trouve que ça a l'air vraiment intéressant. C'est une dystopie. Ça s'appelle Féministe, aussi diabolique que dérangeante selon Le Parisien. J'avais lu la 4e de couverture quand même. 2224. Depuis le grand effondrement de la civilisation fossile, l'humanité s'est adaptée. Économiser les ressources, se protéger du soleil, modifier son habitat, ses besoins, en finir avec toute forme de violence, vivre en harmonie et adorer au tout recyclage, y compris celui des femmes. Afin d'enrayer le déclin de la population, les femmes de 50 ans doivent quitter leur famille et laisser la place à une autre en âge de procréer pour entamer un autre cycle de vie au domaine des hautes plaines. L'heure a sonné pour Rachel. Solide et sereine, elle est prête. Mais qu'en est-il de son mari et de ses enfants? Et que faire de ces doutes grandissants? Car personne ne revient jamais des hautes plaines. Et Rachel sent bien que ce n'est pas le lieu de rêve promis par la gouvernance aux futurs retirés. Ça a l'air vraiment excellent. Donc voilà, je ne peux plus résister. Donc, 2 petits formats poche, bientôt disponibles au Québec. Et vraiment 2 plumes. Sophie Loubière, parce que là, on approche la fin du marceau féminin, mais c'est quelque chose que j'aurais pu mettre dans mon marceau féminin. Alors voilà, c'est tout. Sur ces bonnes paroles, je vais aller souper, relaxer, peut-être lire, finir la nouvelle en cours, puis en lire d'autres dans mon fameux My Monticello, ma lecture en cours pour le marceau féminin. Et bien, je vous reviens quand je peux. Bonsoir. Alors, me voici jeudi, fin de journée, après le boulot, et je viens tout juste de terminer. Mon Dieu, il a fallu que j'attende un peu parce que j'étais vraiment sous le choc, là. Mais d'écouter la fin, en fait, le gros du recueil qui s'appelle My Monticello de Jocelyn Nicole Johnson. En fait, c'était le novella. J'avais lu les premières... j'avais écouté les premières nouvelles. Dans le fond, c'est comme un recueil qui comporte des... Je vais regarder. Je vais essayer de m'organiser, je m'excuse, mais je suis encore tellement sous le choc de ce roman-là, de ce recueil-là, que j'en perds mon organisation mentale. Donc, il y a 5 nouvelles et une novella en anglais, donc un court roman, un roman court dans le fond, mais qui fait quand même page 62, il fait comme quasiment 140 pages. C'est un petit peu plus typique de la littérature anglophone de faire ce genre de recueil-là. Donc, plutôt que de sortir, par exemple, juste le novella éponyme, donc le roman court éponyme qui est My Monticello, ils ont comme décidé de faire une espèce de recueil et ça culmine avec le roman court. Oh là là, mais quelle plume! Je ne savais pas où je m'en allais avec ça. J'ai beaucoup apprécié pour différentes raisons chacune des nouvelles. Je ne peux pas en parler vraiment en détail, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, comme je vous dis, le fil rouge de tout ça, c'est bien entendu des histoires qui se passent en Virginie, dans les États-Unis qu'on connaît maintenant. Que ce soit maintenant ou un petit peu dans quelques années, ou dans un États-Unis, mettons, de dystopie où il y aurait eu un peu des catastrophes naturelles, mais ça reste que c'est la société américaine d'aujourd'hui, avec son historique, ses relations à la communauté afro-américaine, des relations très négatives, comme on le sait au niveau historique, violentes, de discrimination, de racisme et tout. Donc ça, c'est le fil rouge en tant que tel. Après, dans les différentes nouvelles, ce qui est super intéressant, comme je vous disais, c'est qu'il il va y avoir différents genres qui vont être proposés. Bon, le premier, c'était vraiment ça, c'était une espèce de lettre d'un père à son fils, mais d'une paternité qui est assez particulière, qui va avoir été mise en place, en fait, qui va avoir été, disons, pas soignée, mais qui va avoir évolué selon le souhait du père, qui est un scientifique et qui a décidé qu'il voulait prouver que les membres de la communauté afro-américaine peuvent avoir exactement les mêmes accomplissements
que les personnes de race blanche aux États-Unis, dans la mesure où ils ont le même upbringing, donc les mêmes opportunités dès le début. Et c'est quelque chose qui va finir par aller très loin. Et c'est vraiment une structure de nouvelles. Celui-là, à la fin, c'est un coup au cœur. C'est vraiment la structure de nouvelles où habituellement la fin se termine puis on fait genre « What? » C'est vraiment quelque chose. Donc, super intéressant. Puis c'est vraiment comme si on entendait en fait, comme si on lisait, on se faisait lire en fait la lettre du père. Pour le deuxième, Virginia is not your home. Je me souviens plus c'était lequel. Ah oui, ça c'est celle-là qui était une nouvelle qui se déroulait, qui était en fait une femme qui s'appelle Virginia et qui n'aime pas son nom et qui a voulu changer son nom et qui a tout fait pour se sortir de la Virginie en tant que telle, se sortir un peu de sa condition du quartier pas nécessairement évident qu'elle était, où est-ce qu'elle habitait en Virginie, puis de sa condition d'étiquette afro-américaine qu'elle a dans la société. Et elle va nous raconter sa vie, mais comme si elle s'adressait à elle-même, donc elle la raconte au-dessus. Tu vas faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Donc, c'est comme si elle nous met dans la peau de elle-même. En tout cas, c'est vraiment spécial. C'est vraiment intéressant. On est vraiment plus dans, évidemment, un parcours auquel on pourrait s'attendre de quelqu'un qui a potentiellement plusieurs opportunités qui vont être ouvertes, mais que la société en tant que telle finit toujours par lui fermer dans la face, en fait, les opportunités. Il y a toujours des choses qui vont se passer. Celui-là est un petit peu sur un fond d'apocalypse, mais c'est assez flou. On ne sait pas encore vraiment. Il y a comme des choses un peu qui se trament au niveau climatique, mais c'est pas nécessairement ça. L'accent n'est pas vraiment là-dessus. Sur l'autre, something Sweet on Our Tongues, si je me souviens bien, celui-là, c'est une espèce de slam poétique. Particulier. Voyez-vous, je me souviens même plus celui-là exactement. Celui-là, c'est celui qui m'avait un petit peu moins. C'est celui, Something Sweet? Ah non, je mélange. Non, Something Sweet on Our Tongue, je m'en souviens plus. Mais je sais que celui-là, mais j'avais vraiment plus. C'est l'autre, Buying a House Ahead of the Apocalypse, qui est celui-là qui est un peu comme un slam poétique, qui est intéressant, qui est un espèce d'appel à rétablir l'équilibre devant justement un moment où c'est l'apocalypse, puis de se dire, c'est pas vrai que je vais finir mourir dans un apocalypse alors que j'ai jamais eu toutes les opportunités que je pouvais, puis que je vais pas essayer de changer les choses par rapport à, puis de prendre en fait mon destin en main, peu importe ce que la société va penser, encore une fois avec un personnage qui est afro-américain. The King of Xandria, ça c'est vraiment touchant. C'est une question, c'est tout touchant. Je ne sais pas pourquoi je dis ça comme si c'était par rapport au reste. Celui-là, ça fait un lien avec l'immigration. Je pense que c'est quelqu'un qui est un Nigérien qui va émigrer aux États-Unis et comment il va avoir essayé de donner justement les chances à ses enfants. Puis comment finalement ça ne va pas se passer comme il pense quand ses enfants vont grandir, puis il va les pousser vraiment pour qu'ils deviennent peut-être des gens et que finalement, ils vont pas nécessairement, dans le sens qu'ils vont pour qu'ils réussissent et tout, où lui n'a pas pu. Puis finalement, ça va pas se terminer comme il pense, parce que même lui, il n'aura pas nécessairement arrivé, il n'arrivera pas vraiment à avoir la citoyenneté, puis les enfants ne vont pas nécessairement arriver là où il a l'impression qu'il faut qu'il aille. Mais c'est surtout une relation comme père-enfant, en mode immigration, les attentes qu'on peut avoir. Mais évidemment, ça se trouve à être des gens qui sont de race noire au sein de la société des États-Unis, donc, encore une fois, particulier. Et My Monticello, gosh, sérieux, si vous avez... en fait, si ça vaut la peine, ce recueil-là, il a été traduit en français chez Albin Michel, je vais vous remettre la vignette. Mais c'est vraiment bon, là. My Monticello, c'est... une jeune fille qui habite avec sa grand-mère, elle a perdu sa mère, elle habite dans un quartier qui n'est pas nécessairement évident, dans une ville qui est encore en Virginie. Je me souviens plus s'il la nomme, je n'ai pas attention à ça. Et ce qu'on comprend, c'est que depuis quelque temps, il y a des grosses catastrophes climatiques qui se passent. L'eau monte, il y a des inondations, il y a des feux de forêt, puis eux autres, dans le fond, sont sur la côte, sont en Virginie, puis l'eau commence à monter. Puis en même temps, il y a comme une espèce de mouvement qui se passe au niveau social, d'intolérance, de racisme qui revient, de radicalisme, de totalitarisme. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Hein? Celle-là est encore plus terrifiante parce que ça pourrait vraiment être quelque chose qui se passe maintenant. Comme juste maintenant.
sans même pas d'hésitation. Donc, elle va, un soir, dans le fond, il va y avoir une attaque qui va se passer dans son quartier. Donc, des gens qui vont arriver de race blanche en mode avec des fusils, des camions, qui vont mettre le feu complètement, tout simplement, à ce quartier-là, qui vont battre les gens et tout. Puis là, ben, elle va se sauver avec sa grand-mère, puis d'autres voisins. Elle va trouver par hasard un camion que la clé est encore voyons, la serrure. Puis elle va partir avec pour qu'ils se sauvent. Puis ils vont finir par se rendre à la maison de Thomas Jefferson, qui est comme un musée plus une des maisons, la maison qu'il y avait et tout ça. Puis c'est un endroit qu'elle avait déjà visité quand elle était jeune. Puis je sais pas, ça donne juste qu'ils se font poursuivre, puis elle finit par se ramasser dans cet endroit-là. Et ils vont s'installer là, elle, sa grand-mère, puis les voisins qui étaient là quand c'est arrivé, puis qu'elle a comme décidé de sauver ceux qui étaient là, tous ceux qui pouvaient monter à l'intérieur, elle leur a dit de monter. Donc, c'est des gens nécessairement que la seule chose qui les lie, c'est leur quartier, mais c'est pas juste ça qui les lie, c'est aussi le fait que ce sont des gens de race noire, à l'exception de certains, et qui ont comme un peu un bagage un peu commun. Et ils vont se retrouver là, un peu se réfugier en se disant qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'ils savent que si ça semble être un événement isolé pour leur quartier, ils savent que c'est pas vraiment isolé parce qu'il y a des rumeurs de choses comme ça qui se sont passées. Puis j'ai oublié de vous dire que ça se passe dans un contexte où depuis 2-3 semaines, l'électricité a été coupée, les ondes cellulaires ont été coupées. Donc on est vraiment dans quelque chose où on est vraiment quelque chose de plus apocalyptique, climatique et tout ça. Donc c'est ça, c'est le fond. Mais c'est comme si ça a fait sortir le pire en fait dans la société. Puis c'est ça qui se passe. Puis eux autres, dans le fond, ils sont persécutés. Donc on va les voir être là. Ils vont rester là un peu en mode caché ou à la limite éventuellement assiégés pendant presque 20 jours. Ils vont apprendre à se connaître. Ils vont apprendre à connaître le lieu où ils sont. On comprend que l'héroïne est liée finalement indirectement à Thomas Jefferson qui a eu plusieurs enfants avec une esclave qu'il avait achetée et qui était la personne avec qui il avait des enfants, une esclave noire. Et donc, elle serait potentiellement reliée, mais toute sa vie, ça a toujours été comme une espèce de mythe, les gens ne la croyaient pas et tout. Donc, il y a comme quand même un lien un peu plus grand qui la lie à ça, mais tu sais, elle n'aurait jamais mis ça de l'avant. C'est surtout c'est vraiment quelque chose de humain, comment des gens qui sont dans leur dernier retranchement, qui se font attaquer sans aucune justification, dans un climat qui de toute façon est difficile à vivre parce que c'est un climat qui est post-apocalyptique, qui est dans un climat apocalyptique. Comment l'humain va se développer? Quel lien va se faire? Comment on va rencontrer nos limites? Elle va se retrouver là avec un ami d'enfance qui a déjà été son ex et son copain d'actuel qui est un blanc. Et qui l'adore, mais qui lui-même n'arrive pas à réaliser à quel point il dit qu'il comprend pas comment des gens qui sont blancs aussi, puis qui décident de juste varger dans tout le monde, il est absolument pas... Il comprend pas pourquoi ça se peut. Il dit, voyons, non, ça se peut pas. Comment ça que vous pouvez être aussi cruel, comment aussi déraisonnable que ça, puis méchant, puis cruel, puis meurtrier à la limite. Donc, il va y avoir vraiment plein de sujets qui vont être abordés. Le deuil d'un parent, grandir dans une famille atypique avec la grand-mère, la maladie, la fin de vie, les questionnements d'adolescents, les grossesses indésirées, la relation justement entre, dans le fond, les gens de race blanche et les gens de la communauté afro-américaine aux États-Unis, bien entendu, mais dans toutes les sphères de la société. Comment on a repoussé les personnes de la communauté afro-américaine et que finalement on finit par les rappeler par moments dans des événements pour faire genre. Donc, quand ils ont finalement réalisé qu'il y avait peut-être des enfants qui étaient liés et qui étaient dans la communauté afro-américaine, qui étaient liés à Thomas Jefferson, les faire venir pour faire un événement et tout. Mais surtout, les gens de grands, puis les malaises aussi, bon, d'un triangle amoureux dans l'adolescence avec potentiellement quelque chose qui va arriver, une vie qui est en nous. Mais tout ça sur fond de... Ils savent pas à tout moment s'ils vont pas se faire complètement annihilés par les gens qui vont venir les voir. Ils sont sans défense, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas rien. Ils sont déterminés, sont créatifs, mais c'est comme s'ils croyaient plus. Ils vont se battre jusqu'à la fin, mais ils savent pas si ça va être suffisant parce qu'ils savent que s'ils ont réussi à avoir une espèce d'oasis pendant 20 jours à cet endroit-là, ils savent pas si ça va être suffisant parce qu'ils savent que cette espèce de folie-là, de discrimination, de racisme, de violence, elle est tellement en train de déferler sur l'ensemble de la société qu'ils ne savent pas trop. Mais ils ne baisseront pas les bras. Il y a une fin ouverte qui nous fait nous poser la question comment on pense que ça se terminerait. Puis je vous dirais que dans le contexte actuel, j'ai pas beaucoup d'espoir sur une fin heureuse.
C'est hyper bien écrit. C'est une plume qui joue sur... ben oui, qui va mettre de l'avant, évidemment, les sujets abordés, c'est des sujets que je suis super intéressée, puis je me sens très... j'y vais très humblement, évidemment, je fais partie de potentiellement... ben, pas directement ça, mais je veux dire, nous ici au Canada, ça a été avec les Premières Nations, mais tu sais, dans le fond, ce que je veux dire, j'y vais en mode ouverture, en mode « Oh my God, qu'est-ce qui se passe là? Comment on peut faire pour changer les choses? » C'est surtout très humain. C'est une plume qui fait ressortir les émotions, les convictions, les questionnements intérieurs, les déchirements intérieurs, comme quoi il n'y a jamais rien qui est même pour... Il n'y a jamais rien qui est aussi clair, aussi un côté ou l'autre, aussi bien ou mal. Et comment, même si on veut faire changer les choses, même si on veut que la société soit autrement, comment la société conditionne tellement une communauté qui a été opprimée, la conditionne tellement à perdre son estime d'elle-même que c'est compliqué de s'en sortir. Mais en même temps, il y a comme... Ah, je sais pas comment, mais vraiment, là, puis c'est une plume qui est quand même assez poétique. Comme je vous dis, il y en a un que, honnêtement, c'était quasiment comme un slam poétique. C'était fait pour être lu à voix haute. C'est vraiment quelque chose qui mérite d'être découvert à l'audio, à mon avis. Vraiment. Puis c'est pas parce que c'est compliqué à lire, mais parce que c'est une plume qui est faite pour être lue à voix haute. Je sais même pas s'il il est sorti en version française en audio. Si oui, je vais vérifier et je vais mettre la vignette. Sinon, peut-être prenez le risque, peut-être, de vous le lire en voix haute. C'est une plume, on dirait qu'on a l'impression que ça doit être aussi, même si c'est très... Ce qu'elle évoque est très terrible, génère chez nous un sentiment d'injustice fort, d'impuissance aussi devant la situation en se disant « Mais Caroline, comment ça on ne peut pas faire changer les choses? » En même temps, de détermination à justement essayer de ne pas baisser les bras. Ça se lit avec fluidité. On a l'impression que c'est une plume qui doit être chouette en bouche, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne l'ai pas testé parce que, bon, mon anglais, je le comprends très bien l'anglais, mais quand je le parle, c'est autre chose. Mais je serais curieuse de le voir en français. Je ne sais pas comment ça a été traduit. J'ai l'impression que ça peut se traduire bien. Il y a des figures de style, mais c'est pas tant que ça. On est vraiment plus dans les gens qui vont parler, témoigner d'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment dans le langage parlé. Donc, à mon avis, ça devrait potentiellement être traduit sans trop peut-être d'incohérence, parce que ça se passe quand même aux États-Unis, puis ça va être une traduction qui a été faite en France, donc en espérant qu'on n'ait pas trop allé dans l'argot pour des choses. Mais sinon, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. J'ai commencé les 2-3 premières nouvelles, j'aimais ça. Mais je me disais, il va y avoir plein de nouvelles. Je voyais qu'il y avait plusieurs chapitres, genre 21 chapitres au niveau audio, puis je me disais, bon, ben, il va y avoir peut-être une vingtaine de nouvelles et tout. Puis quand j'ai vu qu'en fait, My Monticello, ça serait un gros morceau, en fait, de ce recueil-là, puis que ça s'enlignait comme ça, puis j'aimais déjà la plume, je suis vraiment... C'est un coup de cœur, absolument. Donc, totalement. C'est un coup de cœur, mais c'est un coup au cœur. C'est pas quelque chose qui le laisse indifférent, mais vraiment... Je sais pas comment vous dire autrement, mais allez-y donc lire ça. C'est pas récent. Je pense que ça fait 1 an peut-être qu'il est sorti en français, il me semble. En anglais, ça doit faire un petit peu plus. Mais essayez. Essayez-vous. Ça vaut vraiment la peine. C'est sûr que si vous êtes dans l'anxiété actuellement, c'est troublant. Ça questionne. Mais en même temps, je pense que c'est nécessaire. On est rendu là aussi à se questionner. Puis, en tout cas, c'est une aventure émotive, mais aussi de réflexion, de considération. On se fait bousculer les certitudes. Puis c'est quelque chose qui nous fait du bien. En même temps, on est vraiment, comme je vous dis, on passe par tous les états en étant lecteur, dans le fond, de témoin, d'être pris un peu à partie, d'avoir l'impression qu'on attend de nous qu'on fasse quelque chose en même temps. Non, parce que souvent, c'est le narrateur en tant que tel qui est le personnage principal, puis il s'adresse à lui-même. Donc, c'est tellement bon, là. Fait que je vais arrêter de divaguer là-dessus. Je pense que c'est mon enthousiasme. Puis bien, je pense que sur ce bon recueil-là, je vais même pas vous commencer un autre livre pour ce vlog-ci. Ça va clore le vlog. Ça se termine en beauté terrible, mais en beauté quand même. Donc, ben voilà. J'espère que ça vous a plu. Je pense que c'était 100% audio cette semaine. 100% audio, oui. Donc, puis j'espère que ça vous a plu que je vous en jase. Je ne sais pas si ça vous a donné envie d'en lire quelques-uns. Je ne gênez-vous pas pour vous le mentionner en commentaire. Ça va me faire plaisir de voir ça comme d'habitude. Puis ben sinon, ben j'espère que vous avez des superbes lectures en ce temps
Ou ben d'un autre côté, nous autres, la neige est encore là, mais le printemps est quand même à nos portes. Donc, comme je vous disais, si vous avez des lectures à me suggérer pour le printemps, allez-y. Là, j'admets qu'après toutes mes lectures qui étaient assez remuantes pour le Mars au féminin, je suis prête pour un peu plus peut-être de, pas de légèreté, mais un peu quand même. Puis là, ben, je veux pas dire nécessairement que ce soit quelque chose qui est pas intéressant, mais juste que peut-être que ça me bouscule pas à toutes les 2 phrases comme c'est là, mais je suis hyper contente d'avoir été bousculée par ce livre-là. Là. Je suis bien, 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 bien contente. Là. Mais juste, ça me donne un petit peu de souffler. Alors voilà. Ben écoutez, sur ces bonnes paroles, nous autres, on va se dire à la prochaine!